Salut les gars, c'est Rototo, on se retrouve pour le 20e épisode de notre série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder. 20e épisode déjà, et oui, 20 épisodes et on n'a même pas fait un dixième du nombre des avions du jeu. Autant dire que je me suis lancé véritablement dans un défi que j'espère être capable de relever, mais bon, écoutez, en tout cas le plaisir y est toujours et puis je constate que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la série. Quand je dis de plus en plus nombreux, c'est pas un raz-de-marée non plus, hein, entendons-nous bien, mais enfin, ça me fait plaisir de constater que jour après jour, le nombre d'abonnés augmente un peu et que les retours sont plutôt positifs, donc je vous en remercie. Et nous allons donc, au cours de ce 20e épisode, parler de l'avion que vous avez sous les yeux. J'ai nommé le LAG 3.8, le Lavochkin LAG 3.8. Alors pourquoi LAG? En fait, c'est un Lavochkin, mais plus précisément un Lavochkin Gorbunov-Gudkov. En fait, c'est une association entre trois ingénieurs qui ont mis au point cet appareil. C'est un chasseur qui a vraiment marqué son époque, car il a été véritablement, au début de la guerre, l'un des principaux chasseurs de l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il fut avec le Yak-1, le chasseur qui prit le choc véritablement de l'invasion de l'Union soviétique au début de la Grande Guerre patriotique, comme disent les Russes. Et il fut donc à la pointe de la lutte contre la Luftwaffe. Et Dieu sait que ce ne fut pas facile pour ce vénérable chasseur, car je peux vous dire que nous allons parler d'un avion qui, eh bien, est somme toute un avion assez médiocre. Et oui, très souvent, lors des précédentes vidéos, j'ai eu l'occasion de parler d'avions révolutionnaires, d'avions tout à fait novateurs, etc., etc. Mais en ce qui concerne ce brave LAG 3, dans sa version 8, eh bien, on ne peut pas vraiment parler d'un avion merveilleux, loin s'en faut. C'est en fait un avion qui, je crois, a été mis sur le devant de la scène trop tôt. On peut parler véritablement d'un brouillon parce qu'en fait, cet avion préfigure un avion qui, lui, par contre, sera un des acteurs majeurs de la Deuxième Guerre mondiale, un des meilleurs chasseurs de la Deuxième Guerre mondiale, dont on parlera lorsqu'on abordera les avions de génération ultérieure. J'ai nommé le LA5, Lavochkin LA5, qui lui fut un très très grand chasseur. Et donc, son ancêtre est le LAG 3.8, en tout cas le LAG 3, mais à cette époque-là, évidemment, c'était encore un avion qui se cherchait, c'était encore un avion qu'il fallait améliorer, mais qui, du fait des circonstances historiques particulières, eh bien, allait au charbon, comme on dit, alors qu'il n'était pas forcément prêt pour cela. Donc il a été amélioré au fur et à mesure. Je crois qu'il y a eu près de 70 versions, rendez-vous compte, 70 versions du LAG 3 pour arriver à faire quelque chose qui tenait à peu près la route. Bon, au départ, le principal problème était la motorisation, mais on avait aussi des problèmes de manœuvrabilité, des problèmes en vol, des problèmes d'autonomie, à tel point que d'ailleurs, les pilotes russes avaient fini par plaisanter en plaisantant sur l'acronyme LAG 3, ils avaient donné le surnom de quelque chose qui ressemblait à peu de choses près à cercueil garanti laqué. Donc en fait, en faisant une association sur les initiales de son acronyme avec les mots russes cercueil garanti laqué, eh bien en fait il plaisantait de cette espèce de machine à mourir, on pouvait dire, hein, pratiquement, qu'était le LAG 3, tant ses caractéristiques en vol étaient assez catastrophiques, du moins dans ses premières versions. Ensuite, les choses se sont progressivement améliorées, l'avion a progressivement gagné de la vitesse, de la capacité en taux d'ascension, il a gagné également un peu en maniabilité, donc il a pu, heureusement, réussir à faire face à ses adversaires tant bien que mal, même s'il était, il faut bien le reconnaître, complètement surclassé par la chasse allemande au début de la guerre, c'est-à-dire, on va dire, entre 1941 et 1942 à peu près. Voilà. Au niveau donc de sa motorisation, c'est un chasseur équipé d'un moteur en ligne de 1240 chevaux qui lui assurait une vitesse de 590 km/h, ce qui était plutôt correct, il faut bien le reconnaître, mais ça c'est vraiment dans ses versions finalisées, hein. Au début on en était très loin. Au niveau de son armement, il est plutôt bien doté, il dispose d'un canon de 20 mm, ce qui pour un tiers 1, pour un avion de première génération, enfin, si on peut appeler ça un avion de première génération, moi j'aurais plutôt tendance à dire un deuxième, mais enfin bref, il a quand même équipé d'un canon de 20 mm et d'une mitrailleuse
mitrailleuse de 12-7, ce qui en fait tout de même un adversaire non négligeable. Au niveau de sa structure, c'est un avion qui, comme pour le type, le I-16 type 18 que nous avions abordé lors de la précédente vidéo, est totalement en bois. L'infrastructure bois, c'est un classique de l'époque. Ça permettait certains avantages, notamment en termes de coûts de fabrication. Ça permettait également de mieux encaisser certains tirs. Paradoxalement, le fait qu'il soit en bois le rendait plus ou moins ineffugé et d'encaisser mieux, disons, les impacts des balles de mitrailleuses. Évidemment, lorsqu'on utilisait des obus explosifs, ça faisait des dégâts absolument catastrophiques. Mais enfin, c'était une conception qui était à l'époque assez courante. Et d'ailleurs, qui est, encore une fois, je salue le travail de modélisation des graphistes. Regardez, on en parle à chaque fois. Regardez comme les graphistes du jeu ont su reproduire cet aspect bois dans la partie écaillée de la peinture. Moi, je trouve ça vraiment... à chaque fois, je veux leur rendre hommage parce que je trouve que ces appareils sont d'une beauté esthétique époustouflante, il faut bien le dire, pour ce jeu. Moi, je suis toujours très admiratif du travail des développeurs au niveau de la modélisation de leurs appareils. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, écoutez, on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on va tout de suite lancer la bataille. On est déjà à 5 minutes. Je pense pas que la vidéo sera très longue. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut en vol. Je vous avoue que je l'ai très peu utilisé. Je me souviens même pas avoir piloté avec. J'ai dû le faire puisque je l'ai développé, mais enfin, il est même pas dans sa version Elite. Donc, on va découvrir ensemble ce que ça va donner. J'espère que la vidéo ne sera pas trop catastrophique et que je ne me ferai pas descendre en flammes au bout de 30 secondes. Ah, bah nous sommes sur l'île de Malte. Tiens donc. Je crois pas la connaître cette carte, c'est une nouvelle map ça. Alors là écoutez, je suis assez surpris, je ne crois pas connaître cette map, je la découvre. Bon, c'est peut-être... dites-moi d'ailleurs si vous l'avez déjà vue, parce que moi je crois pas, il me semble que c'est une nouvelle map. Bon en tout cas écoutez, nous sommes donc sur un théâtre méditerranéen pour tester notre chasseur soviétique, pourquoi pas, ma foi, un petit peu de fantaisie historique, ça fait pas de mal. Alors, testons-le tout de suite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon bah écoutez, au niveau du virage, bon effectivement il vire pas très bien, il fallait s'y attendre, mais c'est pas catastrophique, hein, ça va. Grosso modo, on pourrait comparer un peu aux capacités du Messerschmitt, du moins dans les premières versions du BF-109. Au niveau du roulis, c'est un peu poussif, hein. Donc c'est pas un avion qui se caractérise par sa manœuvrabilité. Il va donc falloir qu'on l'utilise parcimonieusement, qu'on anticipe suffisamment et qu'on évite de se lancer dans des combats trop rapprochés, hein. Je pense qu'on va l'utiliser un peu comme un chasseur lourd. Un mot sur son autonomie, lorsque je parlais tout à l'heure de ses caractéristiques, j'ai un petit peu oublié de parler de son autonomie. C'est un avion qui est capable quand même d'une autonomie de 600 km, ce qui est pas mal du tout pour l'époque, mais il faut savoir que les Russes n'avaient pas véritablement, comment dire, enfin ils ne donnaient pas beaucoup d'importance à l'autonomie de leurs avions, parce que sur le front de l'Est, c'était pas nécessaire, surtout à l'époque où l'Union soviétique était sur la défensive, puisqu'en fait les aérodromes soviétiques étaient assez proches de la ligne de front et reculaient au fur et à mesure de l'avance allemande, qui fut de toute façon stabilisée dès la fin de l'année 1941, hein, puisque les Allemands furent bloqués devant Moscou, et à partir de là, ils piétinèrent en fait pendant un an ou deux, jusqu'à Stalingrad, où là ils commencèrent à reculer. Et c'est au moment où les Allemands ont reculé, au moment où donc les Russes commencèrent à reprendre l'initiative, on a un lac 3, là je ne sais pas si on va pouvoir s'en approcher, c'est à ce moment-là qu'effectivement les problèmes d'autonomie ont commencé à devenir important pour les Russes, puisque on ne pouvait pas forcément faire avancer les aérodromes aussi vite que le reste de l'armée, et donc pour éviter, hop là, j'ai un F2A, ah là, j'ai du monde derrière moi, bon, allez, je vais essayer de m'esquiver si je peux. Alors, on entreprend un P-36, là on a un Buffalo aussi, oh là là. Voilà un coup. Vous voyez, j'essaye... Oh, un Toryou, un KI-45 Toryou. Ce serait plus dans ma gamme de clients, ça. Si je peux essayer de l'avoir. Je pense pas qu'il vire beaucoup mieux que moi. Alors, hop. Voilà, parfait. Première victoire. Ouf. Allez, on redescend, on pique du nez. Vous voyez, donc je disais, il ne faut pas vraiment, avec ce type d'avion, vous engager dans des combats tournoyants, hein. C'est plutôt jouer sur la capacité de vitesse, hop, assistance à destruction. Il faut plutôt monter en vertical et en horizontal,
et essayer d'éviter les combats tournoyants, je pense qu'on n'aura pas vraiment gain de cause. Par contre, comme vous avez pu le voir, hein, le canon de 20 mm associé à la mitrailleuse de 12,7, c'est véritablement destructeur, surtout à ce niveau, on est dans du tiers 1, je le rappelle, donc avec des avions qui sont pour la plupart assez peu dotés en termes d'armement, donc ça nous procure un certain avantage. Hein. Voilà, là on va essayer de débarrasser... Ah, j'ai plus de canon, donc ça va me poser un petit souci, mais enfin... Alors, est-ce que... Là je vais remonter, hein. Vous voyez, je reprends tout de suite de l'altitude, pour éviter de me lancer dans un combat tournoyant avec le P40, que je vois... Hop là, ah j'ai été touché, aïe 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 aïe, là je suis fichu là. Là je suis fichu, le moteur est mort. Bon bah écoutez, voilà, malheureusement, ça n'a pas été très probant. Je tente de remonter, non c'est trop tard. Bon, écoutez, voilà, bon, j'ai pas véritablement brillé ce matin, je suis désolé, j'aurais bien aimé faire un peu mieux. Je vous avoue que, alors, je vais être honnête avec vous, je n'aime pas beaucoup les avions qui tournent mal. On revient sur le débat qu'on avait eu avec des joueurs de War Thunder avec qui je discutais sur le forum français du jeu, notamment T5D7R et je me souviens plus, il y avait aussi un autre joueur, je crois que c'est Spectra 21, je crois, où on parlait justement d'utilisation des volets. Alors, je sais, je n'utilise pas les volets, je ne pense pas que ça changerait grand chose à la donne, mais il faut reconnaître que de toute façon je suis beaucoup plus à l'aise avec des avions plus maniables. J'ai un peu de mal avec les avions qui tournent peu et qui sont très bien armés, et pour cause, je les connais relativement puisque j'ai pas mal utilisé notamment les avions américains à un moment donné, et je reconnais que j'ai abandonné les États-Unis assez rapidement, parce que, enfin rapidement non, je suis quand même allé jusqu'au tiers 4, hein, mais enfin j'en ai eu assez au bout d'un moment, parce que c'était vraiment pour moi un type d'appareil qui ne me correspond pas vraiment. Après ça peut parfaitement aller à certains joueurs, hein. Je pense qu'il faut vraiment utiliser la capacité, la puissance du moteur de l'avion pour monter en altitude, anticiper, revenir, repartir. Là j'ai voulu vraiment rester au milieu de la masse combattante, on va dire, et ça m'a pas vraiment porté bonheur. Je pense que j'aurais pu m'en tirer un peu mieux en l'utilisant différemment. J'ai peut-être été un petit peu trop gourmand à ce niveau-là. Mais enfin, c'est un bon appareil, hein. Je vous assure que si j'avais pris peut-être un peu plus de temps, en étant un petit peu plus concentré, prendre un petit peu plus de temps pour faire ma petite stratégie tranquillou, je pense que j'aurais pu réussir à faire quelque chose d'un peu mieux que de me faire descendre au bout de 2 minutes de vidéo. Mais bon, bref. En tout cas, je ne veux pas du tout essayer de me trouver d'excuses injustifiées, hein. Je peux aussi reconnaître que je ne suis pas forcément le meilleur des pilotes, loin s'en faut. Et donc, ma foi, écoutez, voilà, hein, il s'avère que cette fois-ci, j'ai pas été forcément à la hauteur de ce que je pouvais espérer. Bien, nous allons donc en finir sur cette vidéo, et elle est un peu courte, hein, 12 minutes pour une fois, tant mieux, ça me permettra de la télécharger assez vite, et je pourrai peut-être en faire une seconde dans la foulée, que je téléchargerai dans la journée. La prochaine vidéo aura pour thème cet avion, le Su-2 MV5, un bombardier léger. Donc je crois que c'est le dernier appareil des avions tiers 1 soviétiques de première génération. Quand nous aurons abordé cet avion, je crois que nous aurons fait le tour et que nous allons donc pouvoir, à partir de la vidéo 22, si je ne me trompe pas, commencer à parler des avions de seconde génération des différentes nations, et je crois que nous repartirons donc vers les îles britanniques pour aborder ces avions de tiers 2. Bon, je vérifierai, hein, lors de la prochaine vidéo. Voilà, écoutez, à part ça, je vous remercie encore une fois, je voulais vraiment, j'insistais là-dessus, vous remercier pour votre soutien, pour l'intérêt que vous portez à ces vidéos, si tel est le cas. Je précise qu'évidemment, si je fais autant de vidéos, ça n'est pas pour que vous les regardiez toutes nécessairement. D'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, personne n'oblige personne, évidemment, certainement pas moi. Mais disons qu'en fait, le but, c'est de faire une vidéo, une série de vidéos, un petit peu comme une sorte de petite encyclopédie, entre guillemets, très, très, très fun, hein, très, très succincte, où chacun pourra, le cas échéant, aller piocher et regarder la vidéo de l'avion qui lui correspond, s'il a envie d'en savoir un peu plus. Voilà, donc j'espère que cette série pourra arriver à son terme et qu'elle trouvera son public. Bien, on va arrêter là pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt et à ciao.